Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source vraiment personnelle, un journal de bord qui s'intitule Les Chroniques costariciennes, au rythme du Pura Vida. Oui, c'est le récit d'un voyageur québécois, Carl Boileau, qui retourne au Costa Rica. 10 ans après une première visite qui, visiblement, l'avait pas mal marqué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un carnet de voyage typique, avec une liste de places à cocher. Non, pas en tout. On plonge direct dans une histoire de retrouvailles, de défis personnels et surtout de rencontres. Des rencontres qui viennent complètement changer le cours d'une aventure qui, au départ, se voulait solitaire. Exactement. Le thème central, c'est vraiment le retour. Revenir sur ses pas, mais pas pour revivre le passé. C'est plus pour le... Pour le réécrire un peu. C'est ça. Il arrive avec des objectifs super clairs cette fois-ci, professionnels, liés à son métier d'horticulteur, et un but personnel, l'ambition de gravir le plus haut sommet du pays. Notre mission, donc, ça va être de décortiquer ce voyage pour voir comment les imprévus, les rencontres fortuites et les épreuves physiques ont transformé une expédition qui se voulait contrôler. En une profonde quête de soi. C'est l'histoire classique du plan parfait qui rencontre, la vraie vie. OK, alors allons-y. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, il y a 10 ans. Son premier voyage au Costa Rica était vraiment teinté par une relation amoureuse compliquée. Disons-le, orageuse avec son amie Florence. Oui, il décrit cette première visite qui s'est limitée à Tamarindo comme colorée, mais au final incomplète. C'était un peu comme si c'était le voyage de quelqu'un d'autre. Il était passager de sa propre expérience, pris dans la dynamique de son couple. Fait que ce nouveau voyage, c'est une tentative de reconquête. Il veut se réapproprier la destination, la voir avec ses propres yeux, sans le filtre de cette relation-là. Et tout commence par des retrouvailles assez significatives. Oui, avec son vieil ami Marc. Un ancien collègue de l'époque où il militait en politique au Québec. Marc, lui, a tout quitté pour ouvrir une auberge de jeunesse à San José. C'est le rêve, tout plaqué pour les tropiques. Exact. Et ce lien avec Marc est vraiment symbolique. Marc, c'est un pont vivant entre les deux vies de l'auteur. Son passé d'amilitant à Montréal et sa nouvelle voie en horticulture. C'est vrai, Marc incarne cette réinvention. Mais on va voir que ce n'est pas un rêve sans sacrifice. Non, c'est clair. Fait que le voyage est censé se construire sur des fondations solides. D'un côté, une quête professionnelle très précise. Ah oui, il faut insister là-dessus. Sa visite au Butterfly Conservatory, ce n'était pas juste une attraction touristique pour lui. C'était un pèlerinage professionnel. Il espérait vraiment ramener des techniques d'élevage de papillons pour des espèces québécoises. C'était un pilier de son avenir. Exactement. Et ça rend son changement de cap plus tard encore plus significatif. Donc, on a le pilier professionnel et le pilier personnel. L'ascension du Cerro Chiripo, un défi physique énorme. Un plan solide en apparence. En apparence. Mais le Costa Rica, puis surtout San José, avait d'autres plans pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire. L'arrivée, c'est un choc. Il y a les retards à l'aéroport, la négociation un peu tendue avec un chauffeur de taxi. Et surtout, l'immersion brutale dans la circulation chaotique de San José. Il décrit ça comme un rythme effréné, imprévisible. Le rêve du Pura Vida vient de frapper un mur de trafic, là. Il se sent complètement démoralisé, seul. Il se demande ce qu'il est venu faire là. C'est le décalage classique entre la carte postale et la réalité du terrain. Et ce sentiment est amplifié quand il retrouve son ami Marc. Ah, ce moment est fort. Oui, il retrouve Marc qui est super accueillant, mais visiblement au bout du rouleau. Complètement dévoué corps et âme à son auberge, il refuse même d'aller souper en disant qu'il ne peut pas quitter son commerce. Ça complique pas mal le narratif de l'évasion au paradis, hein? Ça le pulvérise même. Ça met la table pour un des grands thèmes du journal. Chaque rêve a un coup caché. Mais alors qu'il est au plus bas, un élément déclencheur va tout changer. Son voyage solo est sur le point de se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Et cet élément, c'est une personne, Morane, une voyageuse israélienne qu'il rencontre à l'auberge. Il lui propose juste de l'aider à trouver un guichet, une carte SIM et pouf! La bulle de solitude éclate. C'est un petit geste qui a des conséquences énormes. Le lendemain, sur une impulsion, ils décident de partir ensemble vers La Fortuna. Et le voyage planifié et solitaire vient de dérailler. C'est là que la véritable aventure commence. Complètement. Le récit de leur trajet en voiture est savoureux. Des routes de montagne qui serpentent, des pentes abruptes et des nids de poules qui, d'après lui, n'ont rien à envier à ceux du Québec. Ça, c'est une bonne comparaison. Pour dédramatiser, il s'imagine dans un simulateur de conduite comme un jeu vidéo grandeur nature.
C'est dans ce char-là que leur complicité se soude. Il y a ce détail amusant où Morin lui partage un conseil de son grand-père belge pour négocier les courbes sans visibilité. Klaxonner. Klaxonner. Un petit geste qui devient un peu la trame sonore de leur aventure. Mais au-delà de l'anecdote, leurs conversations deviennent plus profondes. Oui, elle lui parle du festival Envision, un grand rassemblement de musique et de spiritualité. Pour elle, c'est comme une échappatoire. Et l'auteur, curieux, la questionne sur le conflit israélo-palestinien. C'est un moment charnière, ça. Oui. La réponse de Morin est lourde de tristesse. Elle avoue ne plus croire à une paix possible. Elle décrit comment la jeunesse de son pays se réfugie dans la musique et la fête comme une forme de résilience, une façon de respirer. Ça jette une lumière intéressante sur le Costa Rica. Ça devient ce sanctuaire, ce lieu où on vient chercher une trêve, loin des conflits du monde. Exactement. Arrivé à la Fortuna, il tombe sur un environnement très touristique, très cher. Il compare ça à un parc d'attractions. Et c'est là, aux sources thermales de Tabacón, que le voyage prend une tournure dramatique pour lui. Un lieu qui a sa propre histoire tragique d'ailleurs. Le village original a été anéanti par l'éruption du volcan Arenal en 1968. C'est vrai. Et c'est dans ce décor, entre la beauté et le souvenir de la fureur, que l'auteur se blesse au dos en sortant de l'eau. Un lumbago. Son 5e. La douleur devient un personnage central du récit à partir de là. C'est un coup dur. Le sommet qu'il voulait gravir semble soudainement à des années-lumière. Mais heureusement, Morin est là. Oui, elle est professionnelle de la santé, elle l'aide avec des conseils, des massages. Leur lien, qui était déjà fort, se solidifie encore plus dans cette épreuve. Leur dernière soirée ensemble est très révélatrice. Ils cherchent un resto avec un peu d'ambiance, de la musique, mais la Fortuna, c'est très familial. Ils finissent par trouver une place avec un guitariste passionné, mais que tout le monde ignore. C'est un peu triste. Oui. Et la conversation dérive sur des sujets plus profonds. Maureen lui raconte son expérience avec l'ayahuasca au Pérou, un voyage spirituel qu'elle décrit comme avoir reçu un billet gratuit pour visiter l'au-delà. Et lui, il n'est pas trop chaud à l'idée. Il trouve le concept de vomir sa vie, comme il dit, assez peu attirant. C'est une façon de le voir. Et la soirée se conclut par un moment de pure spontanéité. Il se lève et danse devant le guitariste qui a enfin un public. C'est une célébration de leur rencontre, sachant très bien que leurs chemins se séparent le lendemain. Un adieu doux amer. Un chapitre qui se ferme. Fait que là, cette connexion intense se termine aussi vite qu'elle a commencé. Le voilà de nouveau seul. Il essaie de se remettre sur les rails. Il se recalibre et met le cap sur le Butterfly Conservatory. Il se recentre sur sa quête professionnelle. Et là-bas, il rencontre une autre femme, Yara, une doctorante américaine passionnée comme lui par les papillons. La connexion est instantanée, cimentée par cet intérêt commun, et ça donne lieu à une scène assez surréaliste. Ah oui, le moment Joe Dassin. Faut se l'imaginer. Il est dans ce bar d'un motel un peu miteux, au milieu de nulle part. Il lui chante « Et si tu n'existais pas ?» et un livreur de pizza entre à ce moment-là, complètement perplexe. C'est un moment de voyage tellement parfait. Un peu maladroit, mais profondément humain. Et c'est dans ce contexte, alors qu'il connecte avec Yara, mais que son dos le fait toujours souffrir, qu'il prend une décision cruciale. Laquelle? Il accepte enfin. Il accepte qu'il ne pourra pas gravir le Cerro Chirripó. C'est le grand tournant du livre. Et c'est énorme. Pour quelqu'un qui est parti avec un objectif aussi précis, ça pourrait être vécu comme un échec total. Mais il le reformule. C'est ça qui est brillant. Il abandonne l'idée de conquête pour adopter ce qu'il appelle un état d'exploration joyeuse malgré les contraintes. Ah, c'est une belle façon de le voir. C'est la différence entre avoir une destination et être emprisonné par elle. Il découvre que le véritable objectif, ce n'était pas de vaincre une montagne, mais d'être ouvert au terrain. Le paradoxe du voyageur. Exact. Plus le plan est rigide, moins on vit l'expérience réelle. Une fois ce poids enlevé de ses épaules, le voyage change de nature. Il continue vers le sud, le long de la côte Pacifique. Il réussit même à observer le mythique Quetzal resplendissant à Monteverde. Et il arrive à Ojochal, une région connue pour sa forte communauté québécoise. Et là, on voit une autre transformation. C'est vrai. Le voyage passe de la solitude planifiée au duo improvisé. Et maintenant, à une immersion dans une communauté. Il loge dans un Airbnb tenu par une Québécoise, Isabelle, et se retrouve vite intégré à un groupe. Il n'est plus seul du tout. Il se met même à rendre service à une autre voyageuse, Cristalline, en la conduisant au festival Envision. Là où Morin est supposé être. Oui, la boucle est presque bouclée.
Il hésite à lui écrire, mais choisit de ne pas le faire. Et c'est ce détour imprévu qui lui offre un des moments les plus profonds de son voyage. Il se retrouve sur la plage d'Uvita pour le coucher de soleil. Il décrit ce moment comme une poussée existentielle. Oui. Le soleil qui bascule sur l'horizon devient une métaphore de sa propre vie, de sa propre finitude. C'est un moment de contemplation pure qui n'aurait jamais lieu s'il avait suivi son plan initial. C'est fascinant comme l'eau devient un fil conducteur. Les sources thermales où il se blesse, l'océan qui lui offre une révélation, et ce n'est pas fini. En effet. La soirée se termine dans le spa de son Airbnb avec un autre voyageur québécois, Louis-Paul. Et la conversation qu'ils ont, c'est le véritable sommet du livre. Louis-Paul lui pose une question toute simple. Quelle note, en pourcentage, donnerais-tu à ton voyage jusqu'à maintenant? Et la réponse de l'auteur est surprenante. 75 %. Après tout ce qu'il a vécu, il sent encore qu'il manque quelque chose, un vide de 25 %. C'est une confession incroyable. Et c'est là que Louis-Paul lui raconte son expérience la plus marquante à lui, le Kambo. Un rituel de purification chamanique assez extrême. Oui, on applique du venin de grenouille sur de petites brûlures sur la peau. Ça provoque une réaction physique très violente. L'idée, pour ceux qui y croient, c'est de purger le corps et l'esprit, une sorte de renaissance par le feu. Fait qu'on a ces deux récits qui se rencontrent dans l'intimité du spa. Oui. Un qui parle d'une épreuve extrême et l'autre qui exprime un sentiment d'incomplétude. Exactement. Et en écoutant Louis-Paul, il comprend ce qui représente ces 25 % manquants. C'est le partage. Ah! Il réalise que l'expérience, aussi riche soit-elle, est incomplète si on n'a personne à ses côtés pour le vivre ou à qui la raconter. Ce spa nocturne devient le théâtre de sa propre renaissance. Le voyage se termine sur une dernière épreuve, presque comique après tout ça. Un retour complètement chaotique en voiture dans la jungle de béton de San José. Son téléphone n'a plus de batterie, donc pas de GPS. Il décrit la scène comme le tableau final d'un putain de jeu vidéo. Un contraste brutal avec la sérénité des jours précédents. C'est une métaphore parfaite de tout son périple. L'imprévu, la nécessité de naviguer à l'instinct. Et dans l'avion du retour, sa réflexion finale est empreinte de gratitude. Ça a été bien plus qu'un voyage. C'était une exploration de son monde intérieur, une leçon sur l'abandon des attentes. Et une célébration des liens humains, même les plus éphémères. Le proverbe costaricien qui termine le récit, « En el camino aprendemos », c'est en marchant que nous apprenons, résume tout à la perfection. Le véritable apprentissage ne s'est pas fait en atteignant un objectif. Mais sur le chemin lui-même, à travers les détours, la douleur et les rencontres, le renoncement à son plan est devenu la condition même de sa découverte. L'auteur conclut que son aventure solo, aussi riche fut-elle, était incomplète. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale. Est-ce que la découverte ultime se trouve dans l'exploration du monde ou dans la redécouverte de ce même monde à travers le regard de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'une expérience nous semble, au final, véritablement complète?